Bienvenue à Faire les Murs, le podcast d'Espace Cité qui va à la rencontre de ceux qui changent la ville. Je suis Anne-Catherine Ledeuf. Aujourd'hui, je vous invite à faire le mur avec Jean-Claude Drian, urbaniste, professeur à l'école d'urbanisme de Paris. Les travaux de Jean-Claude Drian portent sur les articulations entre les marchés du logement et les politiques publiques, en s'attachant à les resituer dans le temps long. Illustration de cette préoccupation, Jean-Claude vient de publier dans la revue AOC un article consacré au secteur HLM qui s'intitule, je cite, « La mise à mort du modèle solidaire du logement social ». Bonjour à tous. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Anne-Catherine. Alors Jean-Claude, dans plusieurs interviews récentes, Emmanuel Wargon, qui est ministre du Logement, appelait de ses vœux une augmentation du parc HLM en indiquant, je cite, qu'il faut plus de logements sociaux et que la France n'en produit pas assez. Pour autant, dans le même temps, la loi de finances pour 2021 a maintenu une baisse des loyers pour les organismes de logement social à hauteur d'un peu plus d'1 milliard d'euros, la RLS, introduite fin 2017, et le gouvernement a aussi inscrit dans ce même budget une ponction de 1 milliard d'euros de la trésorerie d'Action Logement. De ton point de vue, est-ce que tout ça n'est pas un peu paradoxal ? Alors si, c'est complètement paradoxal, il y a aucun doute là-dessus, mais on est habitué en fait à ce type de paradoxe. En tout cas, même si on regarde à court terme avec ce gouvernement, en 2017 ou fin 2017, quand le même gouvernement, enfin le gouvernement précédent, annonce une nouvelle loi qui va être la loi Elan, qui va être un choc de l'offre grâce à laquelle on va pouvoir construire plus, mieux, moins cher. En même temps, il produit une loi de finances qui réduit significativement les moyens des bailleurs sociaux et aussi un certain nombre d'aides publiques à l'accession à la propriété ou à l'investissement locatif qui ont l'effet exactement inverse. Donc on est effectivement assez habitué à la fois cette logique de restriction budgétaire et de réduction de la dépense en matière de logement, toujours considérée comme trop coûteux, et une volonté, en tout cas des grands gestes disant qu'il faut construire beaucoup plus, mieux, moins cher. Donc effectivement, ce choc de l'offre, et puis je crois que dans le programme d'Emmanuel Macron, il indiquait qu'il fallait produire plus, mais là où c'était réellement nécessaire. Donc peut-être qu'il y avait un peu une préfiguration de ce que ça pourra donner dans la durée. Dans l'article que j'ai évoqué tout à l'heure, tu parles de la lente mutation effectivement du financement du logement social par lui-même. Donc ça ne date pas de effectivement la fin de l'année 2017. C'est une lente rupture depuis 20 ans. Est-ce que tu peux nous dire plus globalement, au-delà de cette question d'économie budgétaire, en quoi ces évolutions, donc qui sont finalement relativement structurelles, sont une forme de mise à mort du modèle du logement social, si je reprends le titre de ton article? Oui, alors c'est un titre journalistique qui a été posé par AOC, mais c'est vrai que de fait, mise à mort d'un modèle économique, oui, il n'y a pas de doute, mais c'est effectivement une mise à mort lente. C'est une mise à mort qui a démarré il y a une vingtaine d'années et qui s'est accélérée depuis l'élection d'Emmanuel Macron, mais qui n'est pas nouvelle. Le principe, c'est que le modèle économique du logement social reposait sur tout un ensemble de mécanismes, disons, solidaires. À la fois des apports financiers importants de la part de l'État, y compris des apports directs via des subventions, des apports du paritarisme de ce qu'on appelle aujourd'hui Action Logement et qui a été historiquement le 1% logement, et puis l'épargne populaire par laquelle la Caisse des dépôts et consignations prête aux bailleurs sociaux sur l'argent de nos livrets A. En fait, la ressource qui permet de prêter aux bailleurs sociaux, ce sont les livrets A de l'épargne populaire. Depuis une vingtaine d'années, l'histoire de ce modèle économique, c'est le retrait progressif des financements directs de l'État, qui continue à apporter pas mal d'aides via sur des mécanismes fiscaux, TVA réduite, exonération de taxes foncières, exonération d'impôts sur les sociétés. Et aide au logement ? Aide au logement. Et aide au logement pour les locataires, qui permet aux locataires à bas revenus de payer les loyers relativement élevés du secteur du logement social. Mais le retrait des aides directes de l'État, c'est de l'argent dont en fait les bailleurs sociaux ont besoin. Donc ils l'ont remplacé. Ils ont remplacé ces subventions qui disparaissent par de l'autofinancement, c'est-à-dire par des ressources qui leur sont propres. Et les ressources qui leur sont propres, il n'y a pas de secret sur les recettes du monde du logement social, ce sont les loyers des locataires.
Et donc, depuis longtemps, ce sont les loyers des locataires qui servent à rembourser les prêts qui ont été souscrits. Mais ce sont aussi aujourd'hui les loyers des locataires qui ne servent pas seulement à rembourser les prêts qui ont été souscrits sur les logements dans lesquels ils habitent, mais qui servent aussi à financer le développement du parc, c'est-à-dire les logements sociaux pour les autres. Donc c'est un basculement d'un système solidaire à un système en quelque sorte autofinancé et autocentré. Les loyers, mais aussi la période des années 2000 que tu évoques dans ton article, on était aussi arrivé à une période où l'amortissement de l'investissement était quand même assez important, et donc il y avait la possibilité de dégager un peu plus de latitude avec ces loyers. Oui, mais ce qui a permis d'ailleurs que ce retrait de l'État, c'est que c'était possible, en quelque sorte. C'est que de fait, les bailleurs sociaux se sont trouvés, à partir du début des années 2000, avec des trésoreries extrêmement conséquentes qui résultaient du fait que une partie du parc, tout ce parc a été produit massivement dans les années 60-70, donc il y en a beaucoup de logements HLM qui ont été produits à cette époque-là, arrivait à son amortissement, donc il n'y a plus de dette à rembourser. Donc là, quand on sait que sur un loyer de locataire HLM, à peu près 40% du loyer, ça consiste à rembourser la dette. Quand il n'y a plus de dette à rembourser, ce sont comme on dit dans le jargon du secteur, des machines à cash, c'est-à-dire des immeubles qui rapportent de façon considérable et qui permettent cet apport. Il va dans la poche de personne. Il va dans le redéveloppement. Il va dans l'investissement sur un nouveau parc, mais aussi sur le parc existant, en le mettant à niveau en termes énergétiques, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu au début des années 2000, pour des raisons historiques en quelque sorte, un afflux d'argent dans le monde du logement social qui a permis non seulement d'absorber le recul des financements de l'État, mais aussi d'accélérer la construction neuve. C'est une forme de paradoxe qui a été d'ailleurs très bien décrit dans la thèse de Mathieu Gima sur ce sujet. Donc un changement de modèle économique, ça c'est peut-être un premier niveau de débat. Il y a un deuxième niveau de débat qui est le changement de modèle un peu plus en profondeur, puisque tu évoques ce que tu appelles les 5 piliers, je crois, du modèle HLM à la française, dans lequel on a la question du modèle économique, cette question de solidarité que tu as évoquée. Il y a aussi 2 autres volets que tu n'as pas évoqués, qui est la question de la vocation généraliste. Enfin, il y a un lien sans doute avec les loyers et la solidarité au travers du loyer, mais aussi la question de la pérennité du parc et de la croissance du parc. Est-ce qu'on peut parler de ces 3 autres piliers qui sont aussi fondamentaux ? Oui, on peut en parler. Alors, ils sont liés d'ailleurs. Ils sont liés parce que la croissance du parc, comme je viens de le dire, de fait, elle a continué pendant les années 2000 malgré le retrait des financements de l'État. Et on est dans une logique dans laquelle la France est le seul pays européen depuis longtemps à continuer de façon absolument continue à faire croître son parc social. On a des pays dans lesquels il a beaucoup reculé, c'est le cas de l'Allemagne par exemple. On a des pays dans lesquels il est dans une forme de stabilisation, c'est-à-dire qu'en gros, quand on en construit, c'est pour remplacer ceux qu'on a démolis ou ceux qu'on a vendus, et puis c'est tout. Et puis on a des pays, c'est le cas aussi de l'Allemagne et de l'Angleterre ces dernières années, qui relancent la production parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont un problème de logement que parfois ils avaient sous-estimé. Bon, en France, nous, on a une grande constance en la matière. Et l'autre grande constance qui va avec cette production qui ne s'arrête jamais, enfin qui ne s'est pour l'instant jamais arrêtée, c'est de dire que finalement un nouveau logement social vient juste s'ajouter à un stock qui existe et qui est durablement là. Et un logement social, jusqu'à présent, a vocation à le rester très longtemps, voire jusqu'à ce qu'il devienne carrément obsolète et qu'on le démolisse ou qu'on en ait vraiment plus besoin. Et ça, du fait du changement du modèle économique, c'est en train de changer. Alors, plus doucement que le modèle économique, mais toutes ces réformes avancent lentement. Mais le développement de la vente des logements sociaux, qui est une façon que l'État promeut aujourd'hui, qui est une pratique que l'État promeut aujourd'hui, justement pour se substituer à l'argent qu'il met en moins, à ce besoin de financement, donc avec un ratio selon lequel, quand un bailleur social vend un logement social, il pourra générer de l'autofinancement pour en construire 3 ou 4 derrière. Et sur ce point, je me permets, parce que tu évoquais tout à l'heure qu'en Allemagne, un logement construit remplace un logement vendu. En France, on dit 1 sur 3. Le débat, il est où ? Alors, le logement
le modèle, l'idée, de la vente HLM et de sa façon de générer de l'autofinancement, c'est vraiment des grandes moyennes calculées au niveau national, qui en fait n'ont pas grand sens à l'échelle locale ou à l'échelle d'un bailleur lui-même. En gros, le raisonnement est assez simpliste. Il consiste à dire que le produit net de la vente d'un logement social, en moyenne, c'est 80 000 euros, si on enlève tous les coûts qui sont aussi générés par la vente, et que les bailleurs sociaux mettent en moyenne entre 20 000 et 25 000 euros d'autofinancement par logement construit. Donc, on rapporte 80 000 à 25 000 et on en arrive à dire, voyez, on fait trois nouveaux logements sociaux en vendant un. Sauf que c'est un grand ratio national qui masque des variations extrêmes selon les territoires, selon les bailleurs, selon les valeurs vénales de ce qu'ils pourront tirer, selon leur capacité à s'autofinancer ou pas. Donc, ce chiffre qui est une espèce de chiffre magique, en réalité, n'est qu'un indice très, très, très sommaire et très simpliste. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que si la vente se développe, et de fait, elle commence à se développer, on sent qu'on a une dynamique. Je ne pense pas qu'on arrivera aux 40 000 logements vendus par an qui sont annoncés comme un objectif par le gouvernement. Aujourd'hui, on est à 8 000 logements. Aujourd'hui, on est à peu près à 8 000, voilà, mais je pense qu'on n'aura pas trop de mal à monter à 12 000, 15 000, voilà, mais 40 000, je pense que ça va être plus compliqué. Mais en tout cas, ce qui apparaît clairement, c'est que certains bailleurs, ceux qui n'ont pas trop de pression politique, c'est-à-dire les bailleurs sociaux du secteur privé principalement, mais pas seulement eux, aujourd'hui se posent la question, dès le moment où ils investissent dans des opérations nouvelles, de leur capacité à les vendre dans 15 ou 20 ans. Et que donc la non-pérennité de ces logements sociaux entre dans la réflexion dès le départ. Et ça, c'est un changement majeur, potentiellement pour le monde du logement social. Donc effectivement, moins de croissance, et puis un logement qui n'est plus à durée indéterminée, donc des choix de développement qui risquent d'être infléchis aussi par rapport au territoire dans lequel on va se développer, à la possibilité de vendre, à la conception des logements, aux typologies de logements aussi peut-être. Oui, bien sûr, se poser la question de la vente à terme, c'est se poser la question dès le début de la valeur potentielle, et donc ça va jouer sur la localisation, ça va jouer sur les types de logements, ça va jouer sur les niveaux de prestations aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, au moment de la conception d'un logement social, si on en reste au modèle historique, les bailleurs sociaux conçoivent leur logement pour les garder longtemps. D'où le fait qu'ils insistent beaucoup sur un certain nombre d'éléments qualitatifs, parce que s'ils doivent remplacer les chaudières tous les 10 ans, ça va leur coûter très cher. Donc ils vont mettre des équipements de plus haute qualité dans cette logique d'investissement de longue durée. S'ils changent cette échéance, cette perspective temporelle, ça peut aussi changer la qualité des logements. Et effectivement aussi peut-être les typologies, on manque de petits logements en France parce qu'on manque de petits loyers aussi. Et le risque, c'est qu'on aille vers des typologies plus familiales, davantage dévolues à l'accession. Oui. Alors oui, on a les mouvements peuvent aller dans les deux sens en fait. Il va falloir l'observer. Pour l'instant, on est au début du processus. Donc l'Union sociale pour l'habitat a lancé un programme de recherche sur le sujet qui a commencé l'été dernier, qui commencera à donner quelques résultats en 2021 sur les stratégies des bailleurs, la façon dont ils s'adaptent justement à cette perspective de développement de la vente. On n'est pas encore, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais effectivement, on voit bien que parmi les demandeurs de logements sociaux, on a aujourd'hui 40% de personnes seules, que donc il y a un enjeu à produire des logements de 2 pièces dans le parc social, parce qu'ils ne sont pas très nombreux dans le parc existant. Quel est le potentiel de revente de ces 2 pièces? Est-ce qu'il est supérieur ou inférieur à celui des 4 pièces? C'est pas évident. Les 4 pièces, c'est cher. Parce qu'il y a plus de mètres carrés. Le 2 pièces, il peut se revendre facilement à un investisseur, par exemple. Il y a un 5e pilier dont on n'a pas parlé, c'est la question du modèle généraliste, qui est une fierté française, en tout cas, qui est souvent comparée à nos voisins européens. Qu'est-ce que ça peut changer sur ce modèle-là? Et est-ce que c'est un problème? Alors ça, c'est ce qu'on appelle le modèle social, en fait, du logement social. C'est l'idée... alors quand on dit généraliste, on se réfère à deux autres modèles en Europe, qui sont un modèle complètement finissant, qui est un modèle dit universel,
par lequel en fait, le logement, ça s'appelait même pas social, mais c'était le logement public en quelque sorte, qui visait explicitement à distordre le marché, c'est-à-dire à introduire une offre abondante de logements avec de l'aide publique, à loyer du coup modéré, qui allait, par le mécanisme de la concurrence, amener les propriétaires privés à s'aligner sur ces loyers. Bon. Ce modèle-là, qui a été très fort en Suède, qui a été fort aux Pays-Bas, qui a été fort dans un certain nombre d'autres pays, notamment toujours plutôt en Europe du Nord, ce modèle-là, il est mort, notamment du fait des injonctions de l'Union européenne. Parce que on met de l'aide publique pour distordre la concurrence, ce qui n'est pas censé être acceptable dans notre Union européenne. Donc ce modèle, il est en train de mourir. Et puis à l'autre extrémité, on a le modèle dit résiduel, alors qui fait très très peur, qui est vraiment le repoussoir absolu pour le monde du logement social en France, dans lequel le logement social est destiné aux plus pauvres, aux plus exclus. Voilà. Alors c'est un modèle ambigu parce que c'est celui qu'on trouve dans les pays d'Europe du Sud, dans lesquels il y a très peu de logements locatifs sociaux. Donc là, on est vraiment dans un parc très résiduel, très stigmatisé. Je me souviens d'échanges avec des collègues espagnols qui, quand ils parlent de ce logement locatif social en Espagne qui est très très peu développé, ils disent « Ah oui, c'est le logement des gitans. » Bon, d'accord, ok. Donc on voit le stigmate immédiat. Mais on a aussi, c'est aussi le modèle qui a pris le pas au Royaume-Uni. Alors qu'au Royaume-Uni, on a encore beaucoup de logements sociaux. On en a même plus qu'en France, encore, même si on en a vendu beaucoup depuis 30 ans ou 40 ans. Mais où, du fait du cadre juridique, se trouve vraiment réservé aux ménages à faible revenu qui ne bénéficient pas durablement d'un droit au maintien dans les lieux. Quand les revenus ont augmenté, on s'en va. Voilà. Bon. Alors en France, on est entre les deux. C'est pour ça qu'on l'appelle généraliste. Mais la France est quasiment seule d'ailleurs sur ce modèle généraliste. Il y a aussi le Danemark, l'Autriche, et puis à certains moments, mais l'Allemagne c'est très ambigu de ce point de vue-là. Mais c'est-à-dire qu'on a des conditions de ressources. C'est-à-dire que c'est pas ouvert à tout le monde, mais ces conditions de ressources sont très larges, puisque sur le seul critère des revenus, le parc social pratiquement les 2/3 des ménages français sont éligibles au parc social, et même un peu plus si on prend les logements sociaux les plus chers. Donc c'est très ouvert, le parc social français. D'un point de vue juridique, il n'est pas du tout centré sur la pauvreté. Maintenant, et ça amène aussi un certain nombre d'acteurs, et c'est à mon sens discutable, à dire le parc social, certes, il doit loger, il doit répondre au droit au logement, mais il doit être aussi, en tant que tel, un lieu de mixité sociale. Ça, c'est discutable, me semble-t-il. Est-ce que c'est au sein même du parc social qu'il doit y avoir une mixité sociale ? C'est en tout cas discuté. Voilà. Et pour avoir cette mixité sociale, on a un certain nombre de garanties, des plafonds de ressources élevés, et puis le droit au maintien dans les lieux. C'est-à-dire une fois qu'on est rentré, finalement, alors il y a eu quelques réformes ces dernières années qui ont un petit peu atténué ce droit au maintien dans les lieux, mais en fait, à la marge, une fois qu'on est entré dans le parc social, même si ses revenus augmentent, on peut y rester. Le cas échéant, on va payer un petit supplément de loyer, mais c'est jamais suffisamment dissuasif, en tout cas là où le logement social a un écart très très fort avec les loyers du marché. Mais c'est ça le modèle généraliste. Ouais. Ouais. Mais le fait de réserver le logement social à ceux qui en ont le plus besoin, ou même la question du logement d'abord, de considérer que c'est plus souhaitable évidemment d'être dans un logement social que dans des étapes très nombreuses d'hébergement. Donc est-ce que le fait de considérer ça, comment ça tient avec ce que tu disais tout à l'heure sur l'évolution du modèle économique ? C'est-à-dire effectivement, on peut considérer que ce modèle résiduel en soi est un vrai choix et est un choix assez incontestable si on a une croissance des publics les plus défavorisés. Comment ça fonctionne avec cette logique d'autofinancement et de ressources essentielles qui est la question des loyers ? Où est l'équilibre ? Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs réponses possibles. D'abord, la première réponse, c'est que ce modèle résiduel, est-ce que c'est un choix ou pas ? Je ne suis pas sûr à ce stade que ça soit un choix. Parce que tous les acteurs politiques, à part
disons, la droite la plus à droite, disent qu'il faut préserver ce modèle généraliste. Et le monde du logement social, alors encore plus, voilà, que ce soit les locataires en place ou les bailleurs sociaux. En revanche, il y a bien un mouvement de fond qui fait que, de fait, la demande de logements sociaux aujourd'hui se situe à des niveaux de revenus qui sont nettement en dessous des plafonds, très très loin en dessous, et que le peuplement aujourd'hui du parc social est caractérisé aussi par une très forte majorité de ménages à très bas revenus. Donc la résidualisation, de fait, elle est en marche, en marche, j'essaie d'éviter, mais elle est en cours et elle avance à grands pas. Donc ça, c'est un premier élément, indépendamment des choix politiques, de fait, le mouvement se produit. Maintenant, le lien avec le modèle économique, c'est le problème majeur du fait que, compte tenu de ses besoins de financement et compte tenu de sa réglementation en matière de loyer, aujourd'hui, les logements sociaux que l'on produit sortent avec des loyers trop élevés. Pour les ménages à très bas revenus dont on parle aujourd'hui. Alors là, il y a une étude très intéressante qui a été menée l'année dernière par un collectif d'associations sur les mécanismes d'exclusion sur le critère du bas revenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une partie des non-attributions de logements sociaux se font au prétexte de revenus insuffisants. Ce qui peut quand même sembler un peu paradoxal quand on a des logements sociaux qui sont censés être là pour ça. Mais de fait, on peut aussi comprendre le point de vue de bailleurs sociaux qui disent je ne vais pas mettre en danger à la fois un ménage qui va se retrouver dans un logement qui va avoir un niveau de loyer qui va être trop élevé par rapport à son revenu, et malgré les aides à la personne, malgré l'APL, et par ailleurs le bailleur qui, dans sa logique gestionnaire, va dire je vais prendre un risque d'impayé de loyer avec ces ménages-là. Donc on a aujourd'hui un problème de correspondance entre ce que sont réellement les revenus des locataires et ce que sont les loyers des logements qu'on produit. Parce que des logements pas chers, il y en a, mais ils sont dans le stock, ils sont dans ces fameux logements produits dans les années 60 et 70, que d'ailleurs, pour une part, on démolit dans le cadre des opérations de renouvellement urbain. Mais les logements nouveaux, ils sont clairement trop chers. Et pourquoi ils sont trop chers ? C'est parce qu'ils ne sont pas assez financés. Donc, l'enjeu du financement, est évidemment premier pour comprendre les évolutions du modèle et les paradoxes qu'on peut y trouver. Donc la boucle est bouclée, si je puis dire. Certains de tes confrères, certains chercheurs parlent de financiarisation du secteur. Est-ce que, de ton point de vue, c'est exagéré ? On reprend la comparaison avec l'Angleterre, l'Allemagne. Est-ce qu'on va vers cette évolution-là ou est-ce qu'on en est encore relativement préservé en France ? Alors, du secteur spécifique du logement social, je pense qu'on en est tout à fait préservé. Ouais. Ce qui est une vraie différence avec l'Allemagne, voilà, dans laquelle, pour des raisons historiques, depuis le début des années 2000 et même déjà dans le courant des années 90, en fait, c'est ce qui s'est produit aussi après la réunification, en fait, ça a été la vente de patrimoine massif par dizaines de milliers de logements qui ont été vendus par des villes qui en étaient propriétaires, souvent, à des fonds d'investissement, allemands pour une part, internationaux d'autre part, des fonds de pension, ces fameux fonds de pension, qui ont acquis des patrimoines par dizaines de milliers, ou par dizaines de milliers de logements. Aujourd'hui, on n'en est pas là en France. On a un secteur HLM qui est un secteur puissant. Avec des organismes qui sont professionnels et qui ont une vraie culture de la gestion de patrimoine de plus en plus abondant. De ce point de vue-là, moi, je suis moins critique que d'autres sur les regroupements qui se sont produits ces dernières années, qui ont été pour une part poussés par le gouvernement, mais pour une part aussi tout à fait spontanée de la part des acteurs du secteur, parce que ça génère un secteur économique fort et puissant qui a aujourd'hui les moyens d'entretenir et de développer son patrimoine. C'est précieux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut pas le perdre et qu'il faut pas le mettre en danger. Je pense que beaucoup des réformes récentes reposent sur l'idée que le secteur du logement social est riche et que donc il y a moyen d'aller puiser dans la caisse.
pour ma part, je pense que c'est une très bonne nouvelle que le secteur du logement social soit riche, parce que ça lui permet d'assurer efficacement sa mission, sans qu'on ait besoin d'aller chercher des groupes financiers pour investir. Je pense que le retour des investisseurs institutionnels dans le logement, il est quand même encore modeste, mais il est réel. Parce que le bureau et le centre commercial n'ont pas le vent en poupe en ce moment en termes de rentabilité, ni à court terme, ni à moyen et encore moins à long terme. Et que donc le logement retrouve un intérêt qu'il avait complètement perdu depuis les années 80, où s'étaient tous retirés de ce secteur. Mais pour l'instant, en tout cas, ils le font sur un domaine très spécifique, qui est le logement intermédiaire, qui n'est pas du logement social, qui est en partie avec les mêmes acteurs, enfin avec des acteurs de groupes similaires, mais qui est quand même un domaine un peu différent, et pour lequel, là, moi, j'ai même tendance à penser que c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir un retour de ce type d'investisseur qui investit dans un patrimoine qui, par ailleurs, va être géré de façon professionnelle par des acteurs qui connaissent le sujet, et dans une logique qui n'est pas la logique de d'abord le loyer, mais qui est plutôt la logique d'abord la valorisation à terme. Mais ça veut dire effectivement des perspectives à 15-20 ans. Donc je pense peuvent s'avérer pertinentes pour le logement intermédiaire, beaucoup moins pour le logement social. On n'est pas dans les mêmes acteurs et les mêmes enjeux financiers, mais pour autant cet équilibre entre vente et loyer, on voit quand même qu'avec l'augmentation de la vente, ça devient quand même une perspective. Oui, il ne faut pas exclure qu'on ait là un certain nombre de signaux faibles qui indiquent qu'ils sont en train d'entrer dans le système. Mais encore une fois, il y a eu l'année dernière un rapport de l'Inspection générale des finances qui avait été demandé par Julien Denormandie, qui était ministre du Logement à ce moment-là, sur le sujet. Les réponses ont été très très prudentes et n'incitent pas. Ça a inquiété beaucoup le monde du logement social, ce rapport. Mais quand il est sorti, c'était un peu un ouf de soulagement parce que, notamment sur cette question de la pérennité, ils ont indiqué qu'il y avait là un certain nombre de risques à ouvrir grand les fenêtres. Tu disais tout à l'heure que le secteur HLM était puissant, et tu disais aussi à mi-mot, en tout cas c'est ce que j'en ai compris, que ce secteur HLM ou ce mouvement HLM devait composer aussi avec une diversité de sensibilité ou d'évolution dans le temps depuis ce modèle finalement assez ancien du logement social, puisque ça fait presque 100 ans maintenant qu'il existe. Plus de 100 ans. Plus de 100 ans. Est-ce qu'on n'en est pas arrivé là aussi, quelque part, à cause de la difficulté qu'a eu le secteur à se rénover par lui-même ou aller de l'avant, être force de proposition, pour aussi considérer que face à un dialogue avec l'État sur cette question des ressources, on peut, en tout cas, être dans un dialogue peut-être un peu différent. Comment cette grosse machine, finalement collective, qui est une force, mais arrive à se réinterroger en permanence pour aussi prendre en compte aussi des évolutions qui sont là. Cette grosse machine, elle est quand même, et c'était un autre pilier du système, qui était celui d'une forme de solidarité historique entre un secteur privé. Tu disais 100 ans, mais c'est bien plus que 100 ans, parce que la loi Siegfried qui crée les sociétés d'HBM, c'est 1894, donc ça fait 126 ans. Ça fait un peu moins de 100 ans pour Action Logement, mais voilà. On est entre les deux. Ah oui, Action Logement, c'est 53, donc là, on est encore, c'est encore un gamin. Et les offices publics d'HBM, c'est 1912. Voilà. Donc, c'est effectivement un secteur ancien, mais qui a longtemps reposé sur une très forte solidarité entre ce secteur public et ce secteur privé. Aujourd'hui, le symbole, c'est ce qu'est aujourd'hui l'USH, l'Union sociale pour l'habitat, qui est le lobby en fait du monde du logement social. Ce lobby, il a effectivement aujourd'hui du plomb dans l'aile. Je crois qu'on peut pas en douter quand on voit que du côté du secteur privé, se sont constitués des groupes énormes, puisque pour aller vite, il y a à peu près 4 600 000 logements HLM en France. Il y en a un peu plus de 5 millions de logements sociaux en comptant les sociétés d'économie mixte. Mais sur ces 2,6 millions, c'est moitié-moitié des sociétés anonymes et moitié-moitié des offices publics. Et donc, à peu près 2 300 000 logements du côté des SA d'HLM. Et ces SA d'HLM, si on prend les deux groupes principaux, que sont le groupe Action Logement,
qui possède une cinquantaine d'organismes et un peu plus de 950 000 logements, c'est-à-dire près d'1 million de logements, c'est quand même un monstre. Et de l'autre côté, Caisse des dépôts Habitat avec à peu près 300 000 logements. Vous voyez que, on voit que ces deux groupes à eux seuls possèdent 60% du patrimoine HLM privé, en quelque sorte. Ce sont d'énormes structures qui, de fait, n'ont pas forcément besoin de l'USH et de la solidarité avec le secteur public, qui ont leur propre mode de fonctionnement, leur propre logique d'entreprise, qui n'est pas fondée sur le profit, puisque ce sont des sociétés sans but lucratif, mais qui est fondée sur le patrimoine, sur le développement d'un patrimoine, et des logiques qui sont quand même des logiques, aussi des logiques financières, mais des logiques financières en circuit fermé, en quelque sorte, dans le monde du logement social. Et puis de l'autre côté, des offices publics qui sont à peu près aussi nombreux, qui possèdent au total à peu près autant de logements, mais dont la caractéristique, c'est l'ancrage territorial, et l'ancrage territorial sous la tutelle de collectivités, que sont aujourd'hui principalement les intercommunalités et les départements, avec tout un tas d'ambiguïtés en première couronne parisienne, mais bon, là, de toute façon, c'est très compliqué. Mais ces deux secteurs, ce secteur public, dont finalement la culture, c'est le territoire, et un secteur privé dont la culture, c'est le patrimoine, ont de plus en plus de mal, finalement, à construire un propos commun, qui fait que la grosse machine HLM, le gros mouvement HLM, pour reprendre le jargon, il est aujourd'hui fragilisé, ce qui ne facilite pas ses rapports de force avec le gouvernement. Et la création des groupes, les SAC, qui doivent permettre en théorie de rapprocher les familles aussi, qu'est-ce que ça produit de ce point de vue-là ? Est-ce que ça réunit autrement ces familles HLM, ou est-ce que finalement chacun reste dans sa ligne, si je puis dire ? Alors là, on entre dans des considérations assez techniques avec ces SAC et ces groupes qui sont principalement locaux, mais qui ne sont pas que locaux, mais qui sont quand même principalement locaux. Je pense que c'est trop tôt pour répondre à cette question, parce que d'abord la carte des recompositions qui sont consécutives à la loi Elan de 2018, elle est censée être arrêtée au 31 décembre qui vient, mais elle ne le sera pas. Enfin, en tout cas, elle ne le sera pas partout. Ce sera très très intéressant à observer, mais moi j'ai beaucoup de mal pour l'instant à avoir un propos un peu général sur cette logique-là, alors que du côté des grands groupes de sociétés anonymes, on n'a pas attendu la loi Elan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec 10 groupes, on a quasiment 90 ou 95% de l'ensemble du parc des sociétés anonymes. Et là, on est vraiment dans des logiques de gouvernance d'actionnaires. Depuis tout à l'heure, on décrit des évolutions structurelles au long cours, quelque part, parce que 20 ans, ça commence à dater, et un secteur qui, malgré tout, même malgré le questionnement un peu profond de son modèle, malgré tout tient. Pour autant, on est au début d'une crise économique et sociale qui s'annonce assez rude, avec la question aussi des ressources, des moyens financiers, des loyers, des occupants de ce patrimoine, des finances publiques. Est-ce que, d'après toi, le secteur a encore les ressorts pour traverser cette nouvelle crise ? Par rapport à ce qui peut s'annoncer à court et moyen, peut-être un peu plus long terme aussi. Est-ce qu'il y a encore un peu de possibilités, ou est-ce qu'on est au bout là de cette capacité à rebondir et à tenir ? On peut être cynique et dire l'histoire du logement social, ça a toujours été a toujours en fait bénéficié des crises économiques. Le secteur du logement social, il est contracyclique par essence. Il est là pour ça. Quand même une surprise. Oui, voilà, c'est pas dans la relance. Oui, alors une surprise, voilà, du plan de relance. Mais là, on est vraiment dans le conjoncturel. Une surprise du plan de relance pour 2021, c'est que pour la première fois depuis bien longtemps, à l'occasion d'un plan de relance, il n'y a rien sur le logement social. Voilà. Au contraire, on continue ce qui était prévu en termes de ponction. Il n'y a rien sur la production. Il y a des financements pour la réhabilitation, mais comme le parc privé. Voilà, parce que ça, c'est la logique transition énergétique. Mais sur le développement du parc, il n'y a rien. Mais dans le parc privé non plus, d'ailleurs. Enfin, si quand même des formes de pérennisation de dispositifs d'aide qui étaient censés rapidement disparaître, comme le prêt à taux zéro ou le Pinel. Mais là, on les prolonge d'un an ou deux pour pas générer un contre-choc d'offres, alors que c'est pas le moment.
Donc, à terme, le risque pour le monde du logement social, c'est une réduction encore des moyens. C'est-à-dire, ça peut être... Alors, comment réduire les moyens aujourd'hui du parc social ? Probablement pas par les aides à la personne, parce que là, ça serait une provocation dans le contexte de crise économique, de montée du chômage, de montée de la pauvreté, au moins conjoncturelle. Espérons que ça ne soit que conjoncturel, mais au moins conjoncturel, et qui va sans doute nous toucher au moins dans les 2 ou 3 ans à venir. Ça serait une provocation de rogner encore sur les aides à la personne. Et je ne pense pas que ça soit à l'ordre du jour. Donc, sur quoi peut-on encore prendre, puisqu'il n'y a plus de subventions ? On peut prendre encore sur les aides fiscales. C'est-à-dire, on peut remonter le taux de la TVA, ce qui avait été déjà fait d'ailleurs en partie en 2018. Et puis, on peut supprimer les exonérations de taxes foncières, on peut supprimer l'exonération d'impôt sur les sociétés. Ça, les bailleurs sociaux s'en inquiètent pas trop, parce qu'ils disent c'est pas grave, il suffit de faire semblant de ne pas avoir de bénéfices, comme ça on ne paiera pas d'impôt sur les sociétés. C'est ça le risque, c'est qu'effectivement, compte tenu de l'ampleur de la dépense publique qui a été générée par la crise, il y ait à échéance un an ou deux, pas tout de suite, mais 2022, peut-être plutôt d'ailleurs 2023, compte tenu du contexte politique à venir, qu'il y ait des serrages de vis de ce point de vue-là. À ce moment-là, oui, le risque de mettre en cause la poursuite du développement du parc social deviendra encore plus fort. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que jusqu'à présent, finalement, je ne l'ai pas exactement dit comme ça, mais jusqu'à présent, s'il y a une réduction de la production dans le logement social, de logements sociaux en 2019-2020, en fait, on ne sait pas très très bien dire pourquoi. Est-ce que c'est parce que on observe bien une baisse, c'est clair, et surtout en Île-de-France. Mais est-ce que c'est les élections municipales qui ont toujours un effet de ralentissement de la production de logements ? Est-ce que c'est la réduction de loyer de solidarité et du coup les moyens des bailleurs ? Est-ce que c'est en 2020 la crise sanitaire? C'est probablement un peu de tout ça. Donc, comment démêler de façon claire la causalité de cette réduction de la production? Première question. Deuxième question, ou deuxième remarque, c'est que, de fait, la production, elle reste quand même à un niveau relativement élevé. Donc, pour l'instant, finalement, le secteur a réussi à amortir en quelque sorte la baisse de recettes liée à la RLS. La grande question qui se pose et qu'on voit en tout cas dans les chiffres que diffuse le monde du logement social, dans une logique de lobby, donc il faut toujours aussi les prendre comme ça, c'est que c'est pas durable. C'est-à-dire que à échéance 2025, 2030, 2035, on va finir par épuiser ces sources d'autofinancement. On pioche dans la caisse et un jour la caisse va être vide. Et donc à terme, cette production va baisser. Alors si on rajoute de la fragilité en retirant un certain nombre de financements, cette échéance viendra plus tôt. On arrive au terme de cette conversation, Jean-Claude. Alors j'ai une dernière question traditionnelle. Je m'en excuse par avance, mais je te demande de bien vouloir y répondre. Si tu devais faire le mur pour une cause, compte tenu de ton parcours personnel, professionnel, quelle serait cette cause ? Alors, mon parcours personnel, déjà, c'est que il y a longtemps, mais quand j'étais gamin et que j'étais en pensionnat, je faisais souvent le mur, justement. Donc j'ai une grande habitude de faire le mur. Je ne l'ai pas complètement perdu. Maintenant, pour être plus sérieux... mon métier, je suis enseignant-chercheur, c'est comme ça qu'on appelle le métier des universitaires. Mais si je prends mon cas personnel, je suis plus enseignant que chercheur en fait. Et c'est donc de ce côté-là, moi, que je vois des enjeux forts. Et si on fait le parallèle avec la question du logement, là aussi, quand on parle du logement, on a toujours tendance à avoir des temporalités différentes, à la fois celle de l'urgence, il faut loger les gens tout de suite, et puis les temporalités à plus long terme. Et quand on parle de l'urgence, moi je pense que là il y a vraiment une urgence, il faut remettre les étudiants à l'université. Et là je crois qu'il faut vraiment se battre pour ça, parce que pour nous enseignants c'est compliqué, mais pour les étudiants, et pas seulement les étudiants de première année, c'est extrêmement difficile. Donc là je pense qu'il faut vraiment arriver à se battre pour qu'on puisse enfin revenir. Et puis à plus long terme, et ça renvoie à la question de l'université et du logement,
Moi, j'aimerais vraiment qu'on arrive, enfin c'est un peu ce que j'essaie de faire depuis longtemps à l'université, qu'on arrive à ce que le secteur du logement et les professionnels du logement sortent plus de leur technicité. On voit bien que c'est un domaine extrêmement technique. Extrêmement compliqué et que monter une opération de logement social ou de promoteur, ça exige une forte technicité. Mais moi, je suis toujours gêné de voir un certain nombre de professionnels qui, par exemple, construisent des logements sociaux, qui sont de très bons techniciens, mais qui ignorent totalement pourquoi ils le font. Et moi, mon métier, c'est d'essayer de former des jeunes professionnels qui savent pourquoi ils font ce qu'ils font, quel que soit ce qu'ils font dans le domaine du logement, qu'ils soient dans des cabinets de conseil, chez des bailleurs sociaux, et que les uns et les autres se comprennent mieux. Et je pense que ça serait un bon moyen, au-delà de la question des politiques publiques et des politiques des gouvernements, de faire progresser les choses dans ce domaine. Merci. En tout cas, j'espère que cet enregistrement, malgré quelques termes un peu techniques parfois, aura permis effectivement de dépasser la seule technicité de notre sujet. Merci Jean-Claude. Merci Anne-Catherine.